Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ben là, on va parler des vraies affaires qui sont juste à côté de chez nous. Je parlais ce matin de l'hôpital dont j'oublie déjà le nom, mais qui est juste à côté, qui est vide depuis 15 ans. Philippe Laurent est avec nous pour parler, entre autres, de la crise, des crises sociales importantes au Québec, itinérance, logement, drogue. Il va falloir investir, faire face à ce problème, prendre par les cordes. Oui, mais moi, ce qui me marque, c'est à quel point on dirait que nos gouvernants, peu importe le palier, ne mesurent pas l'urgence de la situation. Moi, ça fait juste, même pas encore 3 ans que je vis à Montréal. J'ai vu l'itinérance exploser. Les itinérants sont rendus partout. Dans le métro, il n'y a plus moyen d'aller dans un train où il y a un fou qui se met à crier comme un malade. À un moment donné, les femmes ne se sentent plus en sécurité non plus. Dans le métro, dans différents lieux publics. Il n'y a plus moyen d'être dans un lieu public, une rue où il y a constamment des sans-abri intoxiqués partout. Puis moi, je ne leur veux pas de ces personnes-là. Je ne suis pas en train de les stigmatiser. C'est-à-dire, la population a clairement augmenté. D'ailleurs, quand on faisait les recensements, les derniers chiffres qu'on a vus, en 5 ans, entre 2017 et 2022, l'itinérance a bondi de 44% au Québec. On est rendu à 10 000 sans-abri. Ça, c'était en 2022. Là, 2 ans plus tard, avec la crise du logement, on sait que c'est bien pire. Je suis convaincu que c'est pas mal plus que 10 000 personnes. Ouais. À Montréal, c'est rendu que toutes les stations de métro sont rendues des places de junkies, mais vraiment, puis les sans-abri ne se gênent pas pour se droguer ouvertement devant tout le monde. C'est vrai, j'en ai vu souvent. C'est ça, puis donc la situation est vraiment gravissime, et quand on voit les gouvernants, leur réaction, on a l'impression que c'est comme, ben là, on a investi dans tel truc, puis là, on a adopté tel nouveau truc. Ben oui, mais vous rendez-vous compte de l'urgence de la situation, la crise sociale d'ampleur. Et pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Parce que là, le 1er juillet approche. La prochaine fois qu'on va se parler, ça va être le lendemain du 1er juillet. T'as raison. Et l'une des causes principales de l'itinérance, c'est que les gens n'arrivent plus à payer leur logement. Encore hier, je parlais à quelqu'un qui, il y a quelques années, il vivait dans le Myland, dans un 3,5. Et c'était 800 $ par mois. Il a été, ce qu'on a commencé, une rénoviction, donc on l'a évincé pour faire une rénovation. C'est une petite rénovation, repeinturée, changer de la porte, mais c'est le même espace, c'est juste un 3,5 dans le Myland. Okay. Et il est allé revoir le prix de vente, juste pour le plaisir. Donc c'était 800. Après la petite rénovation, 1400. Ben voyons donc. Donc le logement, pour avoir changé une porte puis repeindre, est passé de 800 à 1400. Absolument. Mais là, ici, c'est toujours la même affaire. Le propriétaire devrait, dans son bail, dire, il y a, à l'arrière du bail, c'est écrit quel fut le loyer le moins cher payé dans les 12 derniers mois. Et il faudrait qu'il écrive 800. Et là, potentiellement, devant un tribunal du logement, il pourrait dire « Ouais, mais j'ai mis de la peinture en or, puis j'ai changé la porte, c'est une porte de bunker. » Peu importe, mais donc, théoriquement, c'est interdit. On a les moyens de l'interdire, mais quand arrive le nouveau locataire qui fait « Ah, wow, il est magnifique ce logement pour 1400 $, j'en ai vu des tellement plus chers. » Ça fait comme « Mon Dieu, c'est pas possible. » Mais il signe. Oui. Mais c'est parce que c'est la demande. C'est parce que même s'il y a la loi, la demande est tellement forte qu'à un moment donné, on peut pas tout surveiller non plus. Puis à un moment donné, parce que les gens cherchent un logement. Là, donc à un moment donné, ils concèdent, ils se disent bon, OK, parce que j'arrive pas à trouver quoi d'autre. Puis, par exemple, moi, il y a une arnaque que je vois souvent qui est illégale. Il y a des propriétaires qui demandent, je sais plus, un dépôt. Par exemple, ils disent payer le dernier mois, mais c'est illégal. Ouais. On n'a pas le droit de faire ça. Pourtant, il y a plusieurs propriétaires qui demandent ça, qui l'exigent. Parce qu'ils ont le beau jeu. Ils peuvent imposer des conditions qui seraient normalement intolérables parce que le marché est à la hausse. Absolument. Puis qui va se plaindre? Est-ce que c'est un étudiant qui vient de l'étranger, qui connaît pas trop les lois, qui vient d'arriver pour aller à n'importe quelle université, puis il sait pas trop, puis on lui dit bon, donne-moi un dépôt, puis il sait pas que avant c'était 800 $, là c'est rendu 1400. Puis j'ai une autre amie par exemple, elle était dans le plateau, elle est arrivée en octobre dernier. Ça coûtait 1200. C'est juste un 3,5 assez ordinaire, là, franchement. C'est quand même 1200 $ pour un 3,5. C'est très cher. C'est déjà quelque chose. Là, elle est partie à Anjou. Elle est allée revoir juste pour le plaisir, encore une fois, le prix. Ça l'a monté à 1300. En moins d'un an. Moins d'un an, 100 $ de même. Et aucune rénovation, rien. C'est le même 3,5. Plateau, c'est bien placé, mais quand même, je veux dire, ça reste un 3,5. Alors tu peux pas fonder une famille là-dedans. Là. Ben, tu as tout à fait raison. Puis l'association des propriétaires d'immeubles à revenus a décrété, en tenant compte des taxes et tout ça, de la hausse légitime, c'était de 3 à 4 %, il me semble. Ben, 3 à 4 % sur 1000 $, c'est 30 $. C'est pas 100 $. Il y a une maudite différence. C'est ça, mais là, donc, on se pose la question comment ça se fait que les règlements sont pas appliqués. Ben là, justement, comme je disais, c'est notamment la demande qui est extrêmement forte. Et bon, nos politiciens, j'ai l'impression qu'ils font pas grand-chose. Puis là, je reviens à l'itinérance. Tu sais, c'est dans le village gay, je me rappelle l'été dernier, des restaurateurs qui disaient moi, j'ouvre même pas ma terrasse parce que je sais qu'il y a des sans-abri qui vont piger dans les plats
de nos clients qui vont déranger. Bon. C'est sûr que dans le quartier ici, c'est frappant. Non, c'est ça, le village gay, puis bon, tout ce qui est quartier latin, c'est en décadence totale. Puis on le voit, ça fait quand même... Le terme est immense que tu viens d'utiliser, mais honnêtement, là, devant la station, place Émilie-Gamelin, malgré des investissements, malgré l'animation, les spectacles, l'aménagement de la place Émilie-Gamelin, le petit restaurant, les tables à pique-nique, les chutes d'eau, la clientèle qui est là, c'est des gens dont on a peur. C'est plate, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? C'est un gars qui danse quasiment tout nu à côté de toi, puis tu vois qu'il touche aux cheveux de la personne à côté de toi. Tu ne fais pas que ça m'arrive. Je m'en vais vite au bureau, en gros. C'est ça, là. Oui. Mais tu sais, justement, tout ce que fait la ville en termes, justement, d'aménagement, puis de mobilier urbain, puis de spectacle, j'ai l'impression que c'est comme un vernis qu'on met sur comme une pomme pourrie. Là. On la repeinture en rouge, mais elle est brune pour vrai. Mais tu penses pas que la ville ici, on peut adresser des reproches à tout le monde, mais là, quand même, le problème de santé mentale, l'épidémie, les gens qui sont partout, c'est de registre de Québec, plus que, pas la ville, de Québec, l'Assemblée nationale, plus que de Montréal. Je pense que oui, en effet, c'est sûr, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'investissements en santé mentale. Puis pour moi, c'est parce qu'à un moment donné, les investissements, il y a des limites. T'sais, à un moment donné, financer des lignes d'écoute, puis des gens qui viennent accompagner, il y a des limites. C'est-à-dire que les problèmes de santé mentale ne sont pas simplement le fait d'un manque d'investissement. Il y a aussi que notre société est profondément déstructurée, que ce soit la famille, il y a énormément de séparation, puis le modèle d'éducation n'est plus le modèle traditionnel, qui avait ses défauts, mais qui avait aussi l'avantage d'une stabilité aussi. Puis un sens des responsabilités qui était transmis. Alors qu'aujourd'hui, le parent, j'en parlais encore, je sais pas si c'était avec Alexandre hier, mais c'est comme si le parent est vu comme l'ami de l'enfant. Puis les psychologues en parlent que ça finit par un peu déstructurer la psychologie de l'enfant qui manque de repères, qui manque de repères stables. Donc, moi, je souris, Philippe, parce que moi, je vais rajouter quelque chose qui va faire sourciller bien des gens. Je m'excuse, mais il y a 50 ans, il y a 40 ans, on allait à l'église. Hein? Puis moi, je suis athée, là, à l'os. Mais il y en demeure pas moins que chaque semaine, les gens allaient un peu réfléchir. Peut-être à reculons, peut-être par une personne qui avait des mœurs sexuelles débiles et agressives et agressantes. Mais ils réfléchissaient pendant une heure de temps, tout le monde ensemble, puis à un moment donné, le curé, là, il finissait par dire « Soyez donc gentils les uns avec les autres. Ben » C'était comme la base. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on entend ça? Quand est-ce que le code moral revient? Alors, on a flushé l'Église, tant mieux. Mais maintenant, que faisons? Où est le compas moral pour les gens, pour une forme de citoyenneté, être fier de payer ses impôts, puis être fier d'être un fonctionnaire qui utilise ses impôts pour bien faire son travail. Il faut un sens moral. On n'a plus, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, l'avantage de l'Église, c'est que justement, c'était un rappel hebdomadaire qu'on forme une communauté, puis on a l'obligation de suivre certains principes vis-à-vis les uns des autres. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, Chesterton disait on a évacué la religion, mais c'est pas parce que les gens ne croient plus, c'est parce que les gens croient à n'importe quoi maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus la religion chrétienne, mais c'est rendu comme la réincarnation, les cristaux. Après, moi, je respecte ça, mais c'est-à-dire qu'on est passé d'une croyance à croire n'importe quoi. C'est comme une et série c'est pas de morale non plus. Si tu crois juste au pouvoir de la Lune, ça n'inculque pas une morale ou une manière de se comporter avec les autres. Mais aussi, tu disais justement le sens du service public. Ça, on a l'impression que c'est de moins en moins là. C'est-à-dire que moi, je pense que les syndicats, c'est extrêmement important, mais c'est-à-dire, on dirait qu'il y a une mentalité chez certains travailleurs où ils sont juste là pour le boulot, puis là, il y a le syndicat qui me protège. Puis on dirait que c'est comme vraiment centré là-dessus. C'est vraiment, j'ai mes droits, puis j'ai mon congé. OK, mais est-ce que tu as aussi un certain sens du devoir, du service public? Moi, c'est sûr que tu es payé par l'impôt. Super d'accord avec toi, puis j'ai l'impression que, effectivement, c'est facile d'oublier. Anecdote, je vais essayer de faire ça extra court. Je travaillais au Cirque du Soleil à une certaine époque. Un emploi dont j'étais très fier. C'est un fleuron de la culture du Québec. Ça marchait bien. Il y avait 3 pattes. M. Laliberté disait, le Cirque du Soleil tient sur l'engagement social, la créativité puis la business. C'est un beau combo. Mais la réalité, c'est que des fois, des artistes qui faisaient du trapèze, puis qui manquaient tomber un moment donné dans une de leurs pirouettes, nous disaient, vous autres, là, on vous appelle à Montréal, là, vous êtes comme dans on pourrait déploguer une ligne téléphonique, puis vous appelleriez entre vous pendant des semaines, vous en rendriez pas compte. Un moment donné, tu te déconnectes des réalités, puis tu as ouvert ta chronique en parlant du fait que tu as l'impression que les gens en politique n'ont pas les yeux, ou les pieds en tout cas, sur le terrain pour voir la détresse qu'on voit à Montréal. Non. C'est pitoyable. Mais c'est la même chose au niveau, effectivement, d'une personne qui dépense des budgets qui viennent du public. C'est comme, oui,
c'est toujours important. Chaque scène a été gagnée par quelqu'un qui est allé travailler. T'sais. Absolument. Puis justement, parfois je parle avec des caquistes ou des gens qui sont en différents gouvernements, différents partis, puis c'est comme si on ne mesure pas l'urgence de la situation. Tu sais, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on habite le 24 Sussex, ou quand on est François Legault ou France-Hélène Duranceau, qu'on a beaucoup d'argent. Moi, j'ai rien contre le fait d'avoir gagné beaucoup d'argent dans la vie. J'ai aucun ressentiment, rien, aucune jalousie. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens-là ne mesurent pas à quel point il y a des familles, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer. Parce que quand on est rendu à 1400 par mois, c'est-à-dire que là, quand c'est rendu que le loyer, c'est 50% du revenu, ben c'est clair que t'arrives plus. T'as plus de marge de manœuvre. Là. Puis on sait, tu sais, je sais, comme disait François Legault, il dit, selon lui, c'est 100% la faute de l'immigration. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est un facteur aggravant. Bien sûr. Puis malheureusement, quand on parle des caquistes, on nous dit, bon, ben là, c'est parce que vous comprenez pas, c'est plus compliqué d'aller chercher des pouvoirs puis négocier quelque chose, mais vous comprenez pas, c'est parce que là, l'immigration temporaire a complètement explosé et c'est non seulement mauvais pour la société d'accueil, mais également pour les nouveaux arrivants. Et ça a nécessairement des répercussions sur le logement. Et donc, si on ne règle pas ça, ben là, on a encore une fois l'itinérance qui explose, on a encore une fois les logements qui n'arrêtent pas d'augmenter comme ça se peut pas. Puis là, on nous fait juste nous dire, oui, mais là, en ce moment, on négocie pour un programme, puis aller chercher un petit pouvoir. Mais non. Vous comprenez pas, on est rendu 600 000 temporaires. Ben, c'est ça, mais il semble se contenter de miettes un peu. Hein? Oui. C'est comme si, là, on a baissé les attentes. On a dit qu'on ne voulait plus demander l'indépendance du Québec. On ne voulait plus se séparer du Canada. J'ai dit demander, c'est très mal formulé. Là, on ne milite plus pour l'indépendance du Québec. On va trouver une manière de s'affirmer au Canada et ça fonctionne très clairement pas. Non. Par contre, heureusement, moi, je trouve que Christine Fréchette, parmi les ministres qui ont les deux pieds les plus vissés sur la terre, il me semble que Christine Fréchette est un agent qui aide, contrairement au premier ministre. Oui, mais en même temps, Christine Fréchette, il faut retenir, c'est vraiment une fédéraliste. Donc, c'est pas elle qui va chercher des nouveaux pouvoirs vraiment, là, tu sais. Puis d'ailleurs, tu sais, rapatrier tout le pouvoir en immigration, François Legault avait dit que c'était quelque chose d'existentiel. Je sais plus c'était quoi exactement le mot qu'il avait dit, mais c'était comme, c'est vraiment nécessaire d'avoir tous les pouvoirs en immigration, sinon ça marcherait pas. Et je suis d'accord avec lui, mais pourquoi il ne l'applique pas? C'est comme si les caquistes ne savent pas quoi faire. Et à chaque fois, on nous dit, vous savez, ça prend du temps à faire des politiques. Oui, mais quand tu as de la volonté politique, au moins tu as un objectif en vue. Là, on dirait qu'on n'a pas d'objectif en vue. L'objectif, c'est juste de dire, on attend que Trudeau agisse, on attend que Marc Miller fasse quelque chose. Mais c'est pas un objectif, ça. La vérité ici, là, puis je pense que tu le sais autant que moi, mais c'est bon qu'on se le rappelle. Ça ne suffit pas. Ils le savent. Ils savent que la seule option, c'est la souveraineté, mais il a dit, moi, je parle plus de ça. C'est hallucinant, ben oui. Puis je laisse ça à Paul Saint-Pierre Plamondon puis au Parti québécois. Alors, il arrive, puis c'est pas vrai que tu vas pas me donner mon contrôle, puis il n'y a rien des mains, il n'y a aucun argument, il y a les mains vides pour débattre, pour pouvoir affronter une autre autorité. C'est absolument. incroyable. Mais si, tu sais, même, il pourrait juste dire tous les pouvoirs en immigration, mais même là, il a abandonné. Puis là, les caquistes s'imaginent encore qu'ils vont remonter dans les élections, puis dans les sondages, ça va. Puis dans 2 ans et demi, vous allez voir, on va être de retour. Mais non, la crise sociale ne fait que s'accentuer. Vous vous êtes déconnecté de la réalité des gens sur le terrain. Regardez à Montréal, promenez-vous, des chantiers de construction partout, des itinérants partout, des gens qui crient partout, la drogue partout. Puis là, honnêtement, là, je t'écoute, Philippe, puis je sais que tu es un progressiste. Ça se voit dans ta face, ça s'entend dans tes propos. Puis quand tu décris la réalité de Montréal, tu fais comme, voyons, il exagère un peu, ils sont fâchés. Mais c'est vrai. Constamment, les rues sont bloquées, il y a du monde partout. Puis il faut voir. Écoutez, on a longtemps dit la place du Puy à l'époque, c'était comme le centre-ville francophone. On a réussi à s'étendre jusqu'au complexe des Jardins à une certaine époque. Puis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est à feu et ça. Ça, c'est too much. Ça, c'est trop. Mais la vérité, c'est que on a eu plein de témoignages de gens qui travaillent ici à la station, qui, comme les gens qui ont acheté des condominiums, sur la petite rue derrière l'ancien théâtre TELUS. Là. Rue Berger. Christin. C'est pas la rue Christin? Rue Berger, puis il y a la rue Christin aussi. Rue Charlotte, peut-être. Il y a des condos là-dedans. Mais c'est très clair qu'ils s'exposaient, mais bon, ils ont peut-être sous-évalué la chose. Puis quand on achète, on se dit, ça va se régler. Mais la réalité, c'est que les gens défèquent dans le portique de l'immeuble. Absolument. C'est incroyable. Alors, puis même là, ça, c'est une petite chose. La réalité, c'est qu'une personne qui est soumise, qui est intoxiquée avec une drogue délirante, puis on en parle souvent de la gravité des overdoses avec ces choses-là, avec ces nouvelles drogues-là. Ben, la réalité, c'est que ces gens-là sont dangereux pour eux-mêmes et pour nous aussi. Mais c'est très clair, oui. On ne sait plus quoi faire. On veut bien leur dire bonjour, puis ils te demandent 25 cents. Ils disent, ben non, mais si je donne de l'argent, non. Donc, tu te dis, ben,
Je suis dans une société bien organisée. Oui. D'ailleurs, j'ajouterais une chose. Nous, on est deux hommes, on a un fameux privilège masculin. Oui, c'est vrai. En tout cas, on va dire. Philippe, c'est trop drôle. Je m'excuse, je t'interromps. On est des hommes, on a des privilèges masculins. Juste que tu saches. L'autre jour, je suis allé au Francophonie avec ma fille. Oui, OK. On marchait en s'en revenant. Puis, j'ai dit, cette ruelle-là est super belle. Je dis, viens, je vais te montrer. Puis, on marche dans la ruelle. Puis, ma fille, elle me dit, Pat, tu te rends pas compte que tu viens de faire quelque chose que je ne ferais jamais. Ben, je comprends. Parce que marcher dans une ruelle, parce qu'elle est poétique, là, pour moi, femme, c'est impossible. Non, mais je comprends, mais c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que... Ça devinait. C'est ça, oui. On est en diapason, mais c'est-à-dire que, tu sais, je connais, il y a plein de nouveaux arrivés à Montréal. Ouais. Il y en a qui me disent, je trouve que Montréal s'est rendu comme dans mon pays. Par exemple, le Maroc. Bon, le Maroc, je suis jamais allé, mais je suis convaincu que c'est une belle culture, plein de qualités, mais en même temps, c'est pas non plus nécessairement le meilleur endroit pour les femmes. Et j'entends des Marocaines me dire, je me sens comme, tu sais, quand j'étais à Montréal avant, c'était comme une ville, où je me sentais respecté, toléré. Puis là, je me promène partout. J'ai l'impression d'être de retour au Maroc. C'est-à-dire que on passe des commentaires partout où je vais. Je sens des regards, tu sais, des louches. Pas bienveillants. Non, ça, louche, tu sais, des... Puis c'est rendu partout comme ça. Dis donc, c'est rendu que, nous, on vit pas ça, nous deux, mais c'est-à-dire que les femmes le disent qu'à Montréal, elles se sentent comme parce si c'était des proies. Tu as commencé en disant, nous, on est des hommes, on a le privilège masculin. Mais c'est ça, mais j'entends souvent des femmes, elles ne le disent pas publiquement, mais elles nous le disent comme en privé, puis elles le disent, je me sens de moins en moins en sécurité, je sens qu'on est vu comme de la viande, comme des proies. Donc là, quel est l'intérêt de Montréal? C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que là, on est peut-être à un seuil de tolérance où les gens, les investisseurs se disent, Montréal a une mauvaise passe. Peut-être c'est juste pour quelques années, mais c'est quand même, c'est l'histoire des métropoles, il y a toujours des déclins et des rebonds. Donc peut-être que dans les prochaines années, ça va revenir. Donc je pense qu'on est comme dans la période de tolérance où tout le monde se dit, c'est correct, ça reste quand même une métropole connue. Mais c'est-à-dire, si les gouvernements font rien, que la situation ne fait que s'envenimer, s'empirer, se radicaliser, dans les prochaines années, c'est quoi? On veut que ça meure? On veut que ça implose complètement? Et hier, je ne sais pas si par hasard tu as entendu, mais il y a une dame d'un organisme communautaire de Montréal qui est venue nous raconter la conférence de presse qu'ils ont fait avec plusieurs organismes alliés ensemble tous en santé mentale, les tables de vie de quartier, pour déplorer la crise du logement, parce qu'ils disaient, pour nous, qui sommes le filet de sécurité de ces gens, de gens qui vivent, pas des gens des moins chanceux, là, des gens qui vivent des moments difficiles. Quand tu vas, je sais pas moi, quand t'as pas besoin d'aller à la banque alimentaire, ça veut pas dire que t'es un miséreux de génération en génération. Ça veut dire qu'à ce moment-là, t'arrives plus, puis il faut que tu ailles chercher de la nourriture à meilleur prix. Mais tous ces organismes-là qui viennent en soutien aux gens, ils sont surchargés parce que la détresse générale, l'anxiété générale augmente et ça les surcharge. Puis évidemment, si la personne n'est plus capable de payer son loyer, c'est sûr qu'elle va aller chercher la nourriture à la banque alimentaire. Puis c'est sûr qu'elle va stresser, puis qu'elle va aller voir un groupe d'entraide psychologique. Fait que tout ça est vraiment à feu et à sang. Puis là, j'ai utilisé les feux à sang. Je n'aurais pas dû. Mais vraiment, c'est très, très, très difficile. Puis effectivement, les gouvernements ne semblent pas prendre bonne lecture de ça, mais en même temps, on peut pas... Les Québécois ont choisi la CAQ. Et ils savaient très bien que la CAQ était orientée beaucoup plus sur les chambres de commerce que sur les travailleurs sociaux. Ils le savaient très bien. Et quand tu es rendu que tu choisis quelqu'un comme Mme Duranceau pour s'occuper du logement, tu vois bien qu'il y a ça ne s'additionne pas, ça. C'est pas la bonne candidate pour s'occuper de ces gens-là. Tu me dis que Mme Fréchette est d'orientation fédéraliste, tu me l'apprenais. Je ne savais pas, je n'avais pas fouillé son dossier. Elle a le droit, là, c'est pas... Mais elle a quand même la bonne approche pour parler des nouveaux arrivants. C'est cette espèce d'absentéisme au niveau des gros enjeux. C'est frappant qu'on est à Montréal, mais ceci dit, pourquoi je te parlais de cette dame-là hier, c'est qu'elle nous disait à quel point, même dans des endroits, elle m'a parlé de Lotte-Binière, où il y a de l'itinérance. Il y a de l'itinérance à Lotte-Binière. Mais il y en a partout au Québec. C'est ça que disent les chiffres. C'est plus juste le Grand Montréal. C'est rendu... Tu sais, même moi, quand je vais voir mes parents à Saint-Hyacinthe, c'est rendu que j'en vois au centre-ville, un peu partout. Alors que quand j'étais enfant, adolescent, il y en avait peut-être 3 dans toute la ville, puis on les connaissait par leur nom quasiment. Mais oui. Alors que maintenant, ils sont un petit peu partout. C'est pas aussi grave que Montréal, mais c'est rendu que même toutes les régions du Québec, ça touche toutes les régions. Même le Saguenay, justement, comme tu dis, Lotte-Binière, capitale nationale, c'est rendu un peu partout parce que, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça qui... Mais ce qui est certain, en tout cas, Philippe, puis je suis content qu'on a eu le temps d'en parler parce que c'est une situation très, très vaste qui touche toutes les couches de la population. Personne n'est à l'abri d'un crash. Personne n'est à l'abri de perdre son emploi, d'être déstabilisé.
de prendre une cuite, de faire un accident, de dériver. Personne n'est à l'abri de ça. Alors, on a besoin de soutenir notre monde. Puis ici, précisément, là où est la station Cube, l'ancien magasin Archambault, Berry-UQAM, il y a des investissements majeurs parce que je veux pas faire comme un Raoul Duguay de moi-même, mais tout est dans tout. Hein? Je veux dire, l'Université du Québec, c'est extrêmement important pour l'affirmation francophone dans le quartier. C'est extrêmement important pour l'éducation universitaire de nos jeunes, de notre Québec, puis investir en refaire de l'Université du Québec un pôle. Ça, j'en ai souvent parlé parce que, regardez, si vous allez dans le coin de Concordia, Sainte-Catherine dans le coin de Concordia, on se dirait à Shanghai. C'est rendu que plein de monde partout. Il y a plein de restos, on appelle de bars. la Petite Corée. Je savais pas. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de barbecue coréen. À l'ouest de Saint-Mathieu jusqu'à Atwater. Oui, mais il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Concordia a augmenté son nombre d'étudiants de manière exponentielle dans les 20 dernières années. Les années 90, Concordia, c'est une petite université. Oui, j'y allais. OK. Bon, ça l'a vraiment explosé en termes de demande. McGill, ça continue d'augmenter. Alors que l'UDM stagne. Ça reste la plus grande université francophone au monde, mais ça stagne. Puis c'est de l'autre côté du centre-ville. C'est dans un coin où il se passe pas grand-chose dans ce que l'UQAM, là, en plein centre-ville, mais depuis 2015, ça ne fait que décliner. Et je le sais, moi, j'étudie là-bas. Puis constamment, il y a des profs qui me disent, cette année, il y a encore moins d'étudiants, donc on a moins de budget. Puis c'est le navire amiral. Ça finit, comme tu dis, ça finit par se répercuter sur le quartier autour. Comment ça se fait que l'Archambault a fermé? Parce qu'il y a moins d'étudiants, je pense, là, notamment. Entre autres, et des chantiers de construction interminables qui ne sont pas affichés, puis personne ne nous donne un décompte. On finit dans tant de jours, ça a aidé bien du monde. Au niveau du moral, je peux te le dire. Philippe, je suis content qu'on ait eu le temps de s'en parler. Absolument. Merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine. Merci. Le lendemain de la crise du 1er juillet. Bonne fête du Canada. Salut. On arrête.